Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Digital Frontier Institute et qui aura pour thème le capital risque, une alternative au financement bancaire pour les fintechs de l'UMOA. La Banque mondiale définit les fintechs comme des entreprises agiles qui s'appuient sur des avancées technologiques capables de transformer la prestation de services financiers en stimulant le développement de nouveaux modèles opérationnels, d'applications, de processus et de produits. Cette catégorie d'entreprises existe dans l'UEMOA depuis bientôt une vingtaine d'années, bien que le cadre réglementaire qui encadre leurs activités s'est mis en place progressivement à travers diverses instructions BCAO, donc je parle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, donc diverses instructions sur l'émission de la monnaie électronique en 2006, puis révisée en 2015, puis enfin une plus récente instruction en janvier 2024 relative aux services de paiement dans l'UMOA. Grâce à la puissance disruptive de la technologie, les fintechs dans l'UMOA ont contribué à une forte accélération de la bancarisation en faisant passer le taux d'inclusion financière de 20,3% à 110,9% sur la période 2012 à 2022, soit une période de 10 ans. Ces entreprises, souvent jeunes et innovantes, utilisent la technologie pour offrir des solutions accessibles, rapides et peu coûteuses aux populations non bancarisées ou peu bancarisées. Elles se concentrent principalement sur des services comme les paiements mobiles, le mobile banking, le transfert d'argent, les solutions d'épargne digitale et quelques services de prêt via des plateformes de microcrédit digital, d'affacturage digitalisé ou parfois de crowdfunding. En dehors de la variété de services offerts, les fintechs de l'UMOA se distinguent aussi par leur taille. Si des géants tels que Wave Mobile Money, seul émetteur de monnaie électronique agréé en tant que fintech par la BCAO, si de tels géants dominent le marché des paiements mobiles, à côté d'autres initiatives d'émission de monnaie électronique, portées cette fois-ci par des telcos comme Orange Money, MTN Mobile Money ou Airtel Money, on a encore une autre catégorie de fintech de taille beaucoup plus modeste, notamment les agrégateurs de paiement, qui sont aussi très actifs dans le marché de l'UMOA. Ces fintechs qui jusqu'ici avaient l'obligation de nouer des partenariats stratégiques avec les banques ou les institutions de microfinance pour offrir des services de paiement, ont depuis l'entrée en vigueur de l'instruction BCAO 1-01-2024 relative aux services de paiement dans l'Union monétaire ouest-africaine, et elles ont aujourd'hui la possibilité de disposer d'agréments spécifiques qui leur permettent d'opérer avec plus d'autonomie. Par ailleurs, la phase pilote du projet d'interopérabilité des services financiers numériques de l'UMOA a démarré depuis le 22 juillet 2024 et les fintechs ont désormais la possibilité d'être intégrés directement à l'infrastructure régionale PISFM. La pénétration croissante des smartphones et la connectivité Internet améliorée dans les pays de l'UMOA permettent à ces entreprises de toucher une plus grande partie de la population. Toutefois, leurs besoins de financement en innovation ou en infrastructure sont difficiles à adresser par les banques locales, d'où la recherche de solutions alternatives au financement bancaire. Le capital risque, qui est une forme de financement des entreprises à fort potentiel au moyen d'une prise de participation dans le capital, s'avère donc être une alternative crédible au financement bancaire, surtout pour des entreprises en démarrage, des startups. La zone UMOA reste encore très peu attractive pour les investissements en capital risque. Alors, comment rendre le capital risque plus attractif pour accélérer la croissance des fintechs dans l'UMOA? C'est la question principale à laquelle nous essayerons de répondre au cours de ce webinaire. Sur ce webinaire, j'aurai le plaisir de recevoir deux professionnels de l'investissement, en l'occurrence Adramé Ndioy, qui est gestionnaire d'un fonds de capital risque logé au niveau du fonds souverain du Sénégal, le fonds 6. Donc, il s'agit du fonds islamique pour la relance. Mais nous parlerons beaucoup plus aujourd'hui. Adramé a également une forte expérience dans le domaine de la fintech. Donc, je vais laisser la parole à Adramé pour nous dire un petit mot avant que nous ne puissions entamer cette discussion. Merci Maxime. Bon, bonjour à tous. Euh, c'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de te retrouver après tant d'années. Euh, et un plaisir aussi d'échanger sur ce sujet très important. Ce sujet
en tout cas dans le monde de l'investissement, dans le monde de la start-up en Afrique, est un sujet majeur parce qu'en fait, c'est le sujet, en gros, c'est les fintech et la tech en général qui pilote, qui drive en fait les investissements sur le continent en général et donc en Afrique de l'Ouest. Bon, très rapidement, tu m'as déjà présenté, donc je vais pas passer beaucoup de temps dessus. J'ai un peu comme toi, j'ai commencé dans la banque, à la Société Générale, mais dans la banque d'investissement, donc des produits dérivés, les produits de marché, c'est ça que j'ai commencé à faire. Et après, j'ai switché assez rapidement dans l'investissement. Dans l'investissement en Afrique. Donc, depuis plus de 10 ans, je suis en train de travailler à différents niveaux. J'étais un peu entrepreneur, tu le sais, et j'ai fait des investissements autant dans la tech que dans des PME ou même des infrastructures classiques. Donc, j'ai touché un peu à plein de choses sur l'investissement en Afrique. Merci beaucoup. Merci Adramé et nous sommes très heureux de t'avoir sur ce panel. Alors, nous avons également sur ce panel un autre professionnel de l'investissement. Je veux parler de Jamiu Orunko, d'accord, qui est un spécialiste en levée de fonds, qui est basé au Bénin et qui appartient au réseau collectif VC, donc VC Venture Capital. Donc, je vais laisser la parole à Jamiu pour se présenter. Jamiu a un petit souci avec sa caméra, vous voudrez bien nous en excuser. Donc, voilà, nous allons quand même pouvoir l'entendre tout au long de ce webinaire. Malheureusement, on pourra pas le voir en image vidéo. Donc, Jamiu, je vais te laisser la parole pour nous dire un petit mot avant que nous puissions lancer la discussion. Ok, Jamiu, tu as la parole, s'il te plaît. merci à tous. Je suis Babatunde Diamé-Onko. C'est un plaisir pour moi de participer à cette thématique qui est d'importance majeure pour les fintech et pour tout ce qui concerne le financement en Afrique de l'Ouest. Je pense que tu m'as déjà présenté. Oui, Diamio, je suis spécialiste de financement. J'ai commencé en étant analyste dans un fonds d'investissement qui s'occupait de tout ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et pendant ce moment, j'ai eu l'occasion de te côtoyer lorsque tu étais dans une banque pour les mêmes objectifs de financement des PME. Après cela, j'ai travaillé en tant que spécialiste du secteur privé et depuis quelques années, je suis plus focus sur tout ce qui concerne les startups, les PME qui sont dans le digital. Oui, je fais partie du réseau collectif VC et je suis également board member disons, de cabinet Inawa Institute et d'autres cabinets comme 190. Merci. Merci, Jamil. Donc, comme vous l'aurez constaté, mesdames et messieurs, nous avons un panel de haut niveau. Donc, ça nous promet une discussion avec beaucoup d'insights. Alors, quelques instructions avant que nous puissions démarrer la discussion. Ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et également sur YouTube. Nous donnerons la possibilité nous aurons une discussion, pardon, qui va durer environ 1 heure, mais nous donnerons la possibilité à nos chers participants de pouvoir interagir avec nous. Donc là, vous aurez la possibilité soit de poser vos questions en les mettant dans le chat box, mais sinon, vous avez également la possibilité de poser vos questions en direct. Nous vous donnerons, il suffit juste d'en manifester l'intérêt le chat box et à la fin de la discussion, nous allons vous donner la parole pour intervenir. De grâce, nous ne pourrons pas vous donner la parole pendant la discussion pour pouvoir mieux maîtriser le temps, s'il vous plaît. Donc, ceci dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais adresser la première question qui va nous permettre déjà de situer un peu le contexte. C'est-à-dire, les premières questions vont nous permettre de pouvoir situer un peu le contexte des questions de financement des fintech dans la zone UMOA. Donc, faire déjà un tout petit peu un état des lieux de leurs relations avec les banques commerciales et éventuellement et également les fonds de capital risque. Donc, la première question sera posée à Jamiou, qui va nous aider à mieux comprendre, à mieux faire la distinction entre ce que c'est que le financement en capital risque et le financement bancaire. Donc, je vais laisser la parole à Jamiou pour déjà répondre à cette première question. Jamiou, tu as la parole. Merci.
Maxime, ton micro est pas ouvert. Ok, merci pour la question. Je disais que de façon simple, nous allons dire financement, capital, risque. Nous avons le risque qui est ajouté au capital, ce qui voudrait dire que le financement par le capital risque, c'est le financement de l'innovation, des entreprises, des startups qui ont des idées à forte potentialité, mais qui n'ont pas encore fait preuve de cela sur le marché ou qui sont à l'étape de prototype ou d'autres étapes qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore des financements ou des recettes pour leur idée. Et donc, ce type de financement permet à ces startups de bénéficier du capital, mais en même temps de remettre ou bien de partager en contrepartie une partie de leur actionnariat avec ceux qui ont apporté ce capital-là. Donc, on les appelle les capital risqueurs. Et à l'opposé, le financement bancaire, c'est basé sur la dette, uniquement sur la dette. Et quand c'est la dette, vous savez, il y a des taux d'intérêt qui sont peut-être élevés et qui ne tiennent pas également compte du fait que les startups n'ont pas forcément un marché ou n'ont pas encore des revenus au début de leur processus d'évolution. Et donc, la banque n'est pas dans le risque. La banque est dans le prêt et était de se prémunir d'éventuels risques plutôt, ce qui n'est pas le cas de financement en capital risque. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour cette question. Merci Jamiou. Je vais rester avec toi. Alors, aujourd'hui, nous abordons la thématique du financement des fintechs. Alors, comment se caractérise l'écosystème des fintechs dans l'UEMOA, puisqu'on veut beaucoup plus parler aujourd'hui des fintechs. Comment cet écosystème se caractérise? Bon, l'écosystème des fintech se caractérise dans l'UEMOA, se caractérise par surtout les fintechs qui sont dans le paiement digital. Et c'est, à part ces fintechs, nous avons d'autres qui proposent d'autres solutions ou services qu'on est annexes. Et donc, principalement, ces fintechs sont dans le paiement digital, soit lient souvent des partenariats avec des banques pour exercer parce que il faut des agréments quand même pour, par exemple, faire des paiements digitaux, émettre des monnaies électroniques que forcément ces fintechs n'ont pas. Et pour évoluer sur la question, elles s'associent avec des banques et ensemble bénéficient soit d'agréments de certaines banques ou de certaines telcos pour pouvoir, pour pouvoir exploiter ou offrir leurs services. Et donc, de façon générale, ces fintechs dans l'UEMOA sont orientés vers soit le marché local, pour la plupart, c'est soit une fintech qui est orientée vers le marché qui est orientée sur le marché du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Et il y en a quand même d'autres qui commencent par explorer d'autres marchés, et tels que Wave, qui sont au Sénégal, mais qui essayent aussi d'explorer d'autres marchés francophones de l'UMOA. Merci Jamiou. Je vais maintenant me tourner vers Adramé pour nous donner en fait sa lecture du paysage fintech de l'UMOA et donc compléter peut-être la réponse de Jamiou. Donc, Adramé, je te laisse la parole, s'il te plaît. Merci Maxime. Comme je le disais au début, hein, en fait, si on regarde les investissements en Afrique en général, les plus gros deals qu'on a vus, les licornes, souvent ce sont des fintechs. Donc en fait, c'est c'est le secteur ou encore le sous-secteur. Donc il y a le secteur de la tech en général, et donc c'est le sous-secteur qui drive vraiment les investissements ici en Afrique en général. Mais aussi en Afrique de l'Ouest et donc dans la zone du Nord. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces 2 dernières années, en fait, on a vu depuis 2016 une tendance haussière
des investissements en général en Afrique, donc des investissements visés jusqu'en 2022, on va dire. Et à partir de 2021, 2022, 2023, on a vu une baisse globale des investissements et, euh, et début 2024. Ces baisses sont estimées, ça dépend des rapports, autour de 45, 46, 50%, ça dépend des rapports. Mais donc, on constate une baisse drastique. Alors, ces baisses ne sont pas spécialement liées à l'Afrique. Ces baisses sont une tendance globale liée au fait que depuis Covid, les taux d'intérêt ont augmenté, donc les investisseurs sont un peu plus sélectifs dans les investissements. Mais par contre, il y a ce facteur exogène de l'Afrique, donc qui est une tendance globale, mais après, il y a des facteurs spécifiques. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, pendant 5, 6 ans, les investisseurs ont mis beaucoup d'argent en Afrique. Ça a monté jusqu'à 5, 6 milliards d'investissements. Et en fait, on s'est rendu compte que la manière d'investir en Afrique ne devrait pas être la même chose que la manière d'investir en Europe ou aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les marchés sont très différents. Les marchés sont moins matures. Et en fait, il y a une chose très importante que les investisseurs ont appris. La durée de croissance d'une société ou d'expansion ou de réalisation d'une société, elle est plus longue en Afrique. Elle est plus longue. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mécanismes, les infrastructures, les marchés sont plus difficiles à pénétrer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle VC tel qu'on le connaît dans d'autres pays matures ne peut pas s'appliquer de manière directe. Et donc, les gens ont beaucoup appris de ces quelques années. Et ça a eu une réaction en plus, c'est de dire que on regarde encore mieux dans quoi on investit en Afrique avant d'investir. Et donc, ça aussi a contribué à la baisse des investissements en Afrique. Et paradoxalement, ce sont les fintechs qui ont eu une légère hausse par rapport à toute cette baisse en réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la particularité de ces startups dans le digital, c'est justement cette capacité à aller dans plein de pays, aller dans des marchés sans faire de gros investissements en infrastructure, en réalité. Il y a des sujets réglementaires, il y a plein de sujets qu'on abordera certainement dans le webinaire. Mais ça, en gros, si je peux contribuer à rajouter quelque chose à cette question, ce serait ça. C'est cette tendance baissière, sachant que les fintechs sont en train de maintenir, voire même d'augmenter leur capacité. Merci, Adramé. Je vais rester avec toi. En fait, dans le début de ta réponse, tu as évoqué justement les licornes. Donc ça, c'est quand même des fintechs quand même d'une certaine taille. Si je veux parler, par exemple, de Wave, de Wave. Donc des fintechs qui ont sans doute beaucoup moins de difficultés à lever des financements. Donc, pour rester avec toi, je crois qu'aujourd'hui, on s'intéresserait beaucoup plus à on va dire, à des fintechs, je vais dire, d'une seconde classe dans l'UMOA, celles vraiment qui demain devraient devenir nos champions à nous. Et par rapport à cela, j'aimerais peut-être que tu puisses nous décrire leurs besoins. Quels sont en fait leurs besoins en financement? Ces fintechs aujourd'hui qui ont beaucoup plus de mal à lever des financements. Quels sont leurs besoins à travers? Alors, les besoins il y a beaucoup de besoins, hein, mais globalement, les besoins sont de 3 types à peu près. Il y a le premier besoin, ce sont des besoins en développement, le développement des activités, donc technologie, et développement de la technologie. Donc, trouver des solutions technologiques, développer ces solutions-là, des fois, et c'est là où elles vont avoir besoin un peu plus d'argent que d'autres fintechs, c'est qu'elles vont devoir des fois avoir besoin de construire leur propre infrastructure physique. Alors que dans d'autres pays, souvent, ce sont des choses qui ont été déjà faites par des opérateurs téléphoniques, notamment. Et donc, le besoin est moins. Donc, vraiment, un besoin de développement des solutions technologiques. Et ces solutions continuent. C'est pas parce que la fintech a sorti son premier produit que ça s'arrête là. Ça continue, il continue de développer le produit, d'affiner le produit. Le deuxième besoin, mais ça, c'est un besoin général partagé par beaucoup d'entreprises, c'est un besoin de talent. Il faut des talents. Il faut des gens qui soient capables de maîtriser ces technologies-là, mais aussi des gens qui soient capables de les vendre, des gens qui connaissent ce qu'on fait, qui peuvent aller dans plein de marchés. Et malheureusement, les talents sont rares en Afrique, comme on le sait, hein, les talents s'exportent parce qu'on est mieux payé ailleurs et puis on connaît tous ce souci, même si on remarque beaucoup de gens qui sont rentrés. Moi-même, voilà, j'ai fait quelques années en France, je suis rentré. Euh, on est rentré pas pour des questions pécuniaires, mais justement pour participer à tous ces talents. Et je pense qu'il y a cette tendance qui est là, des talents qui reviennent sur lesquels ces fintechs peuvent compter.
Mais par contre, c'est un besoin parce que ces gens-là, on les paye. Il faut les payer. Sinon, ils vont partir ailleurs. Donc, il y a ce besoin de payer ces talents. Et le troisième besoin, je peux dire, c'est tout ce qu'on a, c'est le développement de la société, le développement, l'expansion, le développement sur d'autres marchés, le développement sur d'autres produits. Donc, ce sont des mécanismes, aller, quand on prend un wave qui a commencé au Sénégal, qui va aller en Côte d'Ivoire. Évidemment, il faut déployer une force commerciale, il faut aller voir les autorités parce qu'en fait, les transferts d'argent sont quand même très régulés. Il faut se conformer à la réglementation, voilà. Mais disons que la Côte d'Ivoire est proche du Sénégal parce qu'on est dans la même zone, le MOA, même monnaie, etc. Mais si ouais, vous voulez aller demain au Nigeria ou dans un autre pays qui n'est pas dans le franc CFA, les contraintes vont alors encore être plus élevées. Je pense, oui, c'est le même cas pour toutes les startups. Et donc, il y a globalement, je peux dire, ces trois besoins qui caractérisent le gros de ce qu'on finance sur les fintechs. Merci, Adramé. J'ai retenu le besoin, en fait, de pouvoir développer les infrastructures. J'ai retenu également le besoin de talents. En fait, les talents, comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit, les talents sont là, mais le problème, c'est il faut être en mesure de pouvoir les payer. Et voilà, je crois que le marché africain est aussi celui de l'UEMOA n'est pas nécessairement le plus compétitif. Voilà, sinon, je crois quand même que nous avons quand même pas mal de talents. Et je retiens également les besoins en personnel, notamment de développement commercial. Donc, ces éléments que tu viens d'évoquer, c'est vrai qu'il y aura encore, il y a sans doute encore beaucoup d'autres besoins qui doivent Bien pouvoir sûr. être financés. Mais la question suivante que m'en vais peut-être poser à Jamiou, en fait, qui doit financer de tels besoins? Pourquoi c'est difficile pour les banques de financer des fintechs, en sachant que dans notre écosystème au niveau de l'UEMOA, les acteurs financiers les plus importants sont d'abord les banques. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est difficile pour les banques de financer des fintechs? Jamiou, tu as la parole, s'il te plaît. Ok, merci pour ta question. Avant de répondre à cette question, je voudrais compléter les propos de Adramé. Il y a également le besoin de se conformer aux réglementations en vigueur dans l'UMOA au niveau des fintechs. C'est juste pour compléter ce qu'il a pu bien dire. Maintenant, pour ce qui concerne la difficulté des banques à financer les fintechs, euh, il faut dire que les banques, il faut les distinguer. Nous avons des banques commerciales, nous avons également des banques d'affaires. Les banques commerciales n'ont pas pour but de financer des entreprises qui ont un risque élevé comme les startups. Le risque au niveau des startups est très élevé et donc les modèles ne se concordent pas. Les banques commerciales ne sont pas a priori ne sont pas conçues pour financer des entreprises qui ont de forts risques. Lorsque ces entreprises vont passer leur cycle de financement, de l'idéation, de la phase pré-amorçage, de l'amorçage et passer maintenant à la phase d'expansion et ensuite de croissance, là, elles deviennent des fintechs bancables que les banques, que les banques commerciales pourront, dont les banques commerciales vont s'approcher pour les financer. Mais avant cette étape, le type de financement ou la banque le plus adaptée à financer les fintechs, ce sont les banques d'affaires. Et qui parle de banques d'affaires parle de banques d'investissement, mais également des venture capitalistes. Et donc, ce sont les capital risqueurs ou les entreprises de capital risque qui sont les plus adaptés à financer les banques. C'est cela que beaucoup de fintech ou start-upers ne comprennent pas et accusent à tort les banques commerciales sur le fait qu'elles n'accompagnent pas directement les fintech. Mais elles, c'est parce que ces fintechs sont très risqués, justement, n'ont pas de garantie, n'ont pas de preuve de concept sur le marché. Et donc, c'est très normal que les banques hésitent à les financer d'un seul coup. Et donc, le modèle économique de ces fintech qui est, soit ça peut être innovant, mais le risque perçu est trop élevé pour les banques et elles trouvent vraiment cela comme un frein pour le financement des fintechs. L'autre point également, c'est la difficulté d'évaluation, puisque les fintechs sont dans l'innovation, la dynamique de l'innovation fait que les banques ne sont pas
vraiment prête à investir forcément dans ce sens, dans ce personnel ou cette équipe d'experts qui va comprendre les modèles économiques et pouvoir évaluer correctement ces fintech. L'autre point qui est peut-être moindre, c'est la concurrence potentielle que cette fintech pourrait être constituée pour les banques. Et enfin, je pense que le changement, la version et risque, je l'avais dit, sont quand même des points à ne pas négliger dans la réticence des banques à financer les fintechs. Voilà. Merci, Jamiou. Je poserai peut-être la question, ma prochaine question à Dramé avant de revenir vers toi, parce que quand même, on voit aujourd'hui que, en tout cas, les fintechs qui ont longtemps opéré dans l'UEMOA avant l'entrée de l'instruction 01/2024, donc relative aux services de paiement, les fintechs jusque-là ont été quand même contraints par la réglementation de nouer des partenariats avec les banques ou les institutions de microfinance pour offrir leurs services. Alors, à partir du moment où ces fintechs collaborent avec des banques, est-ce que d'une certaine façon, ça ne réduirait pas la perception du risque? C'est une question que je voudrais poser à Adrami. Euh, oui, oui, et j'ai envie de poser une autre question en disant, mais qui perçoit ce risque? Quand tu dis la perception du risque, euh, absolument. Alors, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, tous les gens qui utilisent, bon, aujourd'hui, je pense que toute l'Assemblée utilise euh, des solutions de mobile money, hein, Wave, Orange, MTN, etc., ou des fintechs spécialisés qui ne sont pas des opérateurs. Tout le monde utilise ça aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, en tout cas pour certaines fintechs, elles sont adossées à des banques pour pouvoir faire les transactions, les comptes, etc. Euh, la plupart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, en tout cas à date, ces deux secteurs ou ces deux types d'institutions ou d'organisations sont obligés de collaborer. Maintenant, je pense que cette collaboration peut se voir de plusieurs manières. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de pénétration de ces deux instruments, la banque, tout le monde a compris que le taux de pénétration bancaire en Afrique et en Afrique francophone, en zone UEMOA, est très faible. Maxime, tu es banquier, tu sais bien que moi, qu'on est, je sais pas, on est peut-être autour de 20%. Ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Par contre, les fintechs, en peu de temps, on a atteint 90%, voire plus de pénétration. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. On n'a pas besoin même d'un smartphone pour utiliser cela. Des fois, avec les textes, le texte, message texte, là, on peut le faire avec le système SSSD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, les banques, moi, j'ai été dans un débat, avec des banquiers. Donc, j'ai dit ça en les provoquant un peu. Vous risquez de disparaître si vous ne faites pas attention. Je sais que les banques ne vont pas disparaître. Mais ce que je suis en train de dire, c'est de dire que s'ils ne font pas attention, les fintechs vont devenir les prochaines banques et eux ne sont que pourvoyeurs de services, en réalité. Et donc, juste gestionnaires de comptes bancaires, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, pratiquement tout ce que je fais avec une banque, je peux faire ça avec ces sociétés-là. Limite même, je peux commencer à avoir du crédit. C'est ça qui manque aujourd'hui. Il ne faut pas faire du crédit, voilà, immobilier, etc. Mais on ne sait jamais, on peut arriver à cela. Donc, pour moi, la première forme de collaboration, ce serait justement que les banques bénéficient de la technologie que ces fintechs ont développée. Et donc, ça renforcerait les banques. On n'est pas à l'abri de voir une fintech et une banque fusionner et devenir quelque chose. Orange a créé sa banque Orange digitale, hein. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Et donc, moi, je pense qu'il y a une première forme de collaboration technologique dont les banques pourraient bénéficier. Aujourd'hui, les fintechs bénéficient déjà de l'infrastructure bancaire parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. Après, moyennant des paiements, mais c'est comme ça que ça opère. Et troisièmement, quand je parle de fusion entre les deux institutions, en réalité, ça peut être un investissement. C'est-à-dire une fintech qui vient voir une banque pour utiliser son infrastructure. La banque peut investir dans cette fintech. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une perception du risque qui est élevée, euh, sur ces fintechs. La concurrence commence à se faire. Et quand une fintech est assez connue,
comme Wade, etc. Bon, finalement, le risque est plus bas. Et donc là, elle a déjà développé ses partenaires, en tout cas, dans un premier temps. Donc, il y a peut-être aujourd'hui, à mon avis, euh, une enveloppe un peu plus risquée que les banques pourraient allouer à l'investissement dans ces fintechs, ce qui leur permettrait de prendre des participations et déjà, donc, et ça, quel est l'avantage? Quel sera l'avantage de ça? L'avantage sera que euh, moi, investisseur qui vient voir une fintech qui démarre, donc qui trouve à peine son marché, qui commence à fermer, que je vois une bonne banque derrière qui va, la banque va lui permettre d'accéder à des clients, etc., etc. C'est une preuve de confiance, en fait. Et cette preuve de confiance, moi, me baisse mon risque en investissant dans cette fintech. Donc, en fait, les deux institutions peuvent collaborer, les deux vont en tirer bénéfice et pour l'investisseur qui va investir dans la fintech, c'est une perception du risque effectivement qui est très, très réduite. Merci Adramé. Vous m'entendez? Oui, D'accord. Merci Adramé. Et J'aimerais juste, recueillir et juste l'opinion un de dernier, Jamiou. excuse-moi, juste un tout dernier point, D'accord. très important, c'est le point de la régulation. En fait, tu as mentionné l'instruction de la BCAO qui est sortie. Euh, on va voir comment tout ça va être appliqué, tout ça va fonctionner dans l'écosystème. Mais clairement, que la fintech collabore avec une banque aussi leur permet en tout cas, d'être conforme à la législation et à la régulation dans les pays dans lesquels c'est banques. Merci Adramé. J'aimerais recueillir le point de vue de Jamiou par rapport à cette question, puisque Jamiou a évoqué la question du financement du risque, du stade, disons, de la maturité en fait de la fintech, avec laquelle la banque n'est pas nécessairement confortable. Donc, est-ce que cette collaboration avec la banque sur un aspect beaucoup plus technologique, est-ce que cette collaboration ne permet pas d'une certaine façon de dérisquer le financement? merci pour la question. Oui, ça permet de dérisquer le financement du moment où les fintechs qui collaborent avec les banques deviennent leurs partenaires. Et c'est plus concret pour la banque de travailler avec une fintech dont elle a la perception réelle de son produit. Et cela permettrait à la banque de savoir, oui, nous sommes sur un produit concret et le risque est moindre que pour un partenaire qu'on ne connaît pas et qui sort de nulle part et qui dit qu'elle a une idée innovante. Et je voudrais dire également que ce point est aussi important pour les investisseurs lorsqu'ils veulent financer. Il faut qu'ils connaissent l'équipe qui porte l'idée ou la solution innovante de la fintech. Et l'expérience cumulée dans d'autres boîtes ou dans d'autres startups qui ont déjà connu du succès ou d'autres fintechs qui ont connu du succès permet de rassurer d'accord les investisseurs à accompagner ces fintechs. Donc ça rejoint tout naturellement le fait que cela dérisquerait la collaboration et le financement des fintech partenaires des banques. Merci, Jamiou. Je crois, juste pour résumer cette première section, nous nous accordons tous sur le fait que voilà, les fintechs ont un potentiel, ont un important potentiel d'accélération de l'inclusion financière. Tout à l'heure, Adame évoquait, disons, la faible capacité des banques à accélérer l'inclusion financière. J'ai regardé certains chiffres. Si on prend le taux de bancarisation strict, en 2012, on était à 12,9%. Et en 2022, donc 10 ans après, on était seulement à 24,3%. Ce qui veut dire voilà, qu'aujourd'hui, quand on parle d'un taux global d'utilisation des services financiers, un taux d'inclusion financière de 70%, et qui est beaucoup plus drivé par les fintechs, on est d'accord sur le potentiel des fintechs. Mais on est également d'accord sur le fait que les banques commerciales ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus indiquées pour ce type de financement. Comme Jamil le disait, ce serait plutôt les banques d'investissement ou les fonds de capital risque. Et par rapport à cela, j'aimerais peut-être continuer avec Jamil pour nous expliquer en quoi est-ce que le financement en capital risque
s'adapterait mieux aux besoins aujourd'hui, aux besoins de financement des fintech? Jamil, tu as la parole. Merci. Le financement en capital risque est très adapté aux fintech parce que ces investisseurs comprennent souvent le métier de fintech. C'est soit des anciens experts de leur domaine qui maîtrisent très bien le cœur de métier de ces fintech et qui ont également développé le goût du risque et peuvent miser sur l'équipe et le produit ou l'idée que ces fintech ont. Donc, cette expérience qu'elles ont cumulée leur permet de connaître de façon claire la nature des fintech. Par exemple, un expert qui est dans le blockchain, qui est dans le secteur de blockchain, peut mieux financer une fintech qui utilise ces outils ou qui utilise de l'intelligence artificielle, etc., pour développer ces solutions dans l'UOMOA, par exemple, et au-delà de l'UOMOA. Donc, les fintech, tels que je l'avais dit précédemment, ont des cycles de financement avant d'atteindre la maturité et avant toutes ces étapes d'idéation, comme j'ai dit, pré-seed, seed, on peut dire pré-amorçage, amorçage, etc., expansion. Les fintech interviennent déjà à ces étapes-là. Et ce sont ces fintechs qui portent, d'accord, je disais capital risque, je voulais dire capital risque. Les capital risqueurs interviennent à ces étapes pour porter la fintech jusqu'à une certaine étape où on dit ils investissent, ils apportent leur capital, mais également leur réseau, leur expertise sectorielle pour apporter le conseil à cette fintech dans laquelle ils ont investi. Donc, ce n'est pas que le capital qu'ils amènent, puisqu'ils prennent le risque, ils partagent le risque avec les cofondateurs, ils interviennent également dans la gestion de ces fintechs en permettant d'étendre le marché ou de mieux structurer le modèle économique le produit, etc. Et donc, c'est tout un avantage pour les fintechs de s'orienter plutôt vers les capital risqueurs, les sociétés, les fonds de capital risque pour lever des financements au début. C'est vrai qu'elles rencontrent quand même des difficultés à s'approcher ou à identifier ces fonds de capital risque qui sont les plus adaptés à leurs solutions ou à leurs besoins de financement. Et donc, un peu plus loin, je pense qu'on va aborder ce sujet d'identification de potentiels fonds de capital risque qui interviennent dans l'UMERA. Merci Jamiou. Mais juste avant qu'on continue, je voudrais rappeler à l'intention des participants que nous vous donnons la possibilité d'interagir avec nous. Vous avez deux possibilités, soit vous posez vos questions via le chat box, ou bien vous avez également la possibilité d'intervenir à la fin de la discussion d'ici une trentaine de minutes. Nous vous donnerons la parole pour intervenir directement, pour poser vos questions en direct. Donc, si vous souhaitez poser vos questions en direct, veuillez déjà en manifester l'intérêt. Faites-moi un petit message dans le chat box et je vous donnerai la parole à la fin de la discussion. Donc, pour continuer la discussion, étant un ancien banquier, je vais rester, je tiens quand même à souligner l'importance des banques l'importance des banques par rapport au financement des fintechs. On a quand même observé des formes de collaboration, des formes de collaboration entre fonds de capital risque et banques. Et je vais donner l'exemple du Maroc avec le fonds souverain du Maroc, qui est le fonds Mohamed VI, qui aujourd'hui travaille avec le groupement professionnel des banques du Maroc et qui propose des solutions de cofinancement. Donc, il y a d'un côté du financement en dette subordonnée et du financement bancaire qui vient compléter le financement de projets. La question que j'aimerais poser va s'adresser à Dramé, qui lui également intervient au niveau d'un fonds souverain. Est-ce que ce genre de collaboration, vous l'entretenez, soit au niveau du fonds 6, ou bien est-ce qu'on peut observer, est-ce qu'on observe déjà une telle forme de collaboration dans l'UEMOA entre une institution publique de financement en capital et les banques locales? Adramé, tu as la parole. Merci.
Merci Maxime. Bon, déjà, je vais commencer par dire que tout ce que je dis n'engage que moi. Donc, je ne représente pas le procès, je ne représente pas une institution quelconque. Euh, donc, voilà, juste pour discloser que, voilà, je suis là à mon nom. C'est très clair. Euh, Effectivement, bon, il y a plusieurs formes de collaboration. En fait, il y a une forme de collaboration qui n'est même pas formelle. Quand on regarde souvent alors il y a des pop-up qui viennent. Quand on regarde souvent euh, la, 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 les formes de collaboration qu'on a dans les investissements, souvent en fait, un investissement est composé d'une composante capitale et d'une composante dette. Bon, dans les fintechs, au début, c'est rarement le cas. Mais souvent, quand on fait un investissement, on a tendance à essayer d'avoir un effet de levier quand on est investisseur. Ça veut dire quoi? On va mettre du capital et après, on va essayer d'aider la société à lever de la dette parce que ça coûte moins cher, parce que voilà. Mais évidemment, sous-entendu que cette société a déjà commencé à générer des revenus. Euh, L'exemple qu'on a au Maroc, euh, je pense que dans les pays où il y a des fonds souverains, en tout cas, euh, au Sénégal, pour le FONSIS, c'est aussi quelque chose que nous faisons déjà. Nous rencontrons le système bancaire, donc les banques, bon, là, on peut des fintechs, mais dans les investissements, de toute façon, dans les grands investissements, souvent, c'est structuré de cette sorte, hein. En fait, une partie, c'est de l'equity et le reste du financement, euh, c'est de la dette bancaire, donc, dans le financement de projet. Maintenant, quand on est dans le financement VC, PE, euh, on n'est pas systématiquement dans ce schéma-là. Au début, c'est l'equity qui est mis, et après, maintenant, plus tard, la banque pourrait être mise en contribution. Et en fait, le fait d'avoir un investisseur professionnel dans une société réduit son risque, et en fait, la banque a plus tendance à financer bancaire, à donner un financement bancaire à la société. La deuxième manière de collaborer entre ces institutions-là, c'est le deal flow, c'est le pipeline. En fait, souvent, les, c'est encore difficile, hein. Moi, il y a quelques années, j'ai tenté de faire comprendre à des banques en partageant le portefeuille de clients à des fonds d'investissement. En fait, ils sont pas dans la, ils sont pas en train de se concurrencer. Ce qui se passe, c'est que dans le portefeuille des banques, souvent, il y a des sociétés qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres. Parce que, en fait, les fonds propres ont été détériorés, parce que réglementairement, au bout de 2 ou 3 ans, il faut que je me souvienne exactement du délai, mais quand on a atteint moins de 50% de ces fonds propres, on est obligé de les renforcer. Ça veut dire que dans ce portefeuille-là, euh, il y a des sociétés qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres, ou simplement des sociétés qui ont besoin de fonds sur le long terme, sur le très long terme. C'est là où les fonds peuvent intervenir. Et l'avantage pour les banques, c'est évidemment d'assainir leur portefeuille, évidemment. Mais l'avantage pour les fonds, c'est de regarder des sociétés qui ont déjà été, entre guillemets, aidées, regardées par des banquiers, etc. Donc, des sociétés relativement bien formalisées, avec des choses qui sont mises en place, avec des états financiers, ce genre de choses. Donc, en fait, ça facilite le travail du fonds d'investissement qui va rentrer dans le fonds. Donc, pour résumer, il y a cette collaboration tacite qui existe, en fait, qui fait que la structuration même du financement fait que souvent, il y a besoin de ces deux. Voilà, ça existe partout, etc. Maintenant, quand je prends l'exemple que tu donnes sur les fonds souverains qui sont un peu dans tous les pays, les drivers de l'investissement en capital, et qui vont accompagner l'éclosion de l'investissement en capital dans les pays, ces institutions-là, souvent, vont essayer de collaborer avec les autres institutions de financement, notamment les banques, qui sont en fait les premières en ligne. Donc, l'exemple du Maroc se voit ailleurs aussi, et aussi au Sénégal. Le troisième forme de collaboration, c'est évidemment la construction d'un bureau, la construction d'un pipeline pour les investisseurs, mais aussi pour les banquiers. Parce que des fois, quand on a investi, la banque va venir en sachant que derrière, il y a un actionnaire qui a les reins solides et qui est là pour aider au-delà du financement que la société a donné.
Merci, Adramé. Je remercie également Monsieur Gouem et le docteur Abdou Diop, à qui je donnerai la parole à la fin de la discussion. Je vais rester avec Adramé. Euh, Au cours du webinaire, tu as évoqué un chiffre que j'ai noté. Aujourd'hui, globalement, l'Afrique, en termes de venture capital, donc de capital risque, attire un peu moins de 6 milliards de dollars d'investissement. Et quand on prend une zone comme celle de l'Afrique de l'Ouest, on observe que la plupart des investissements vont au Nigeria. Donc, au niveau de l'UMOA, voilà, les investissements restent encore très timides. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi est-ce qu'il est difficile pour une zone comme celle de l'UMOA, les pays de l'UMOA, pourquoi est-ce qu'il est difficile pour ces pays d'attirer des investisseurs en capitaux? Adramé, ton micro est fermé, s'il te plaît. C'est moi. Voilà. Adramé, ton micro était fermé. Oui, voilà. Je l'ai remis. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. En fait, les chiffres que j'ai donnés, ce sont des chiffres, bon, aujourd'hui, on est à beaucoup moins que 6 milliards. Hein. Les 5, 6 milliards, c'était il y a 2 ans. Là, on est vraiment, je pense que cette année, on est, le premier semestre, on n'est pas loin du milliard. On est peut-être à 700 millions, etc., quelque chose comme ça. Bon, les chiffres sont pas complètement sortis, mais en tout cas, mais ça a vraiment baissé. Et justement, ce que je nuançais, c'est que par contre, sur la partie euh, digital fintech, il y a eu une légère augmentation par rapport à l'année dernière. Je pense que l'ordre de 2 à 3 sur le même semestre. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, globalement, il y a une tendance baissière. On va voir ce que ça va donner dans les 3, 4 prochaines années. Mais globalement, aujourd'hui, il y a cette tendance. Par contre, le secteur des fintech, le secteur du digital, en tout cas de la technologie, reste quand même un secteur résilient qui attire encore des investisseurs. Et justement, pour donner quelques chiffres sur justement la répartition, par exemple, sur l'année dernière, quand on parle d'Afrique de l'Ouest, bon, globalement sur l'Afrique, on a ce qu'on appelle les Big Four. Hein. C'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte qui attirent la plupart des deals et la plupart du financement en Afrique. Voilà, ça c'est indéniable, c'est comme ça. Quand on regarde un peu l'Afrique francophone et éventuellement l'UEMOA, les pays qui arrivent sur 2023 par exemple, qui ont reçu des investissements, il y a le Sénégal qui a reçu 27 millions de dollars sur 12 transactions. Il y a la Côte d'Ivoire qui en a reçu à peu près 21 sur 14 transactions, il me semble. Après, paradoxalement, il y a le Mali aussi, avec toutes les difficultés que ce pays rencontre, qui a reçu une quinzaine de millions. Il y a le Togo, tout ça vient du rapport PARTEC, hein. Donc, c'est pas des chiffres que j'invente. Il y a le Togo qui a attiré 12 millions sur une transaction, donc c'était une grosse transaction. Et aussi, il y a la Guinée, hein, il y a la Guinée qui a attiré un gros transaction. Et il y a le Burkina. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la difficulté, on va dire politique dans certains pays, il y a quand même de l'investissement dans le secteur de la tech, en fait, qui se fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, une partie de ces entreprises, en fait, sont cross-border. Donc, agissent, en tout cas, ont des activités dans plusieurs activités, dans plusieurs pays. Maintenant, pour répondre précisément à la question, bon, les gens disent beaucoup de choses, hein, mais moi, à mon avis, et puis chacun va avoir son avis sur la question, donc c'est un avis très ouvert dessus. Je ne détiens pas du tout le monopole de la vérité, mais en tout cas, moi, mes enseignements que je tire de ça, les gens disent que c'est pas la première raison. C'est pas forcément la première raison, mais c'est une raison de taille qui a tendance à discuter, c'est la langue, c'est la barrière de la langue. En fait, l'une des raisons, si vous regardez les 4 pays qui attirent le plus d'investissement, ok, ce sont les plus gros pays en termes de population, en termes de GDP, etc. Mais ce sont des pays qui parlent anglais. Et en fait, les gros investisseurs aujourd'hui, ce sont des investisseurs anglophones qui ne parlent pas du tout français. Ça, pour moi, c'est un élément. Ils ne connaissent pas la culture. Ils ne connaissent pas la culture. Ils ne connaissent pas nos pays. Ils ont toujours cette impression que on ne comprend pas, on ne se comprend pas. Et quand on ne se comprend pas, il faut pas oublier que l'investissement en capital, c'est comme un mariage. Quand on se marie, on en prend 4 mariages qui vont durer quelques années, avec des hauts et des bas. Et quand il y a des bas, il faut qu'on puisse se comprendre. Et quand on ne parle pas la même langue, on n'est pas dans les mêmes institutions, dans les mêmes, disons, réglementations, on va avoir du mal à se comprendre. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles une bonne partie
sociétés dans lesquelles il y a certains investisseurs qui interviennent, notamment des États-Unis, on est obligé de délocaliser le siège de la société. Donc, il y a la barrière de la langue. Et deuxièmement, mais encore, je pense que c'est un problème un peu plus fort que la barrière de la langue, c'est le marché. C'est le marché. On a un marché entièrement fragmenté, avec des pays difficiles, Mali, Ghana, Guinée, etc. Il y a le Sahel avec tous ces problèmes-là. Mais les marchés sont fragmentés. Le Sénégal, c'est 17 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas, ça autour de 27, 28 millions. Le Bénin, on en a parlé, c'est quoi? C'est 13 millions. Et donc, on a des marchés très, très fragmentés. Mais quand on sort le Nigeria et on garde les mois, on est autour de 300 millions, même un peu plus. Si on arrive à montrer et à démontrer l'unicité de ce marché avec la monnaie unique, la langue et les réglementations, je pense que ça peut être un gros atout pour les mois. Juste un chiffre. Quand on prend l'ensemble des investissements dans la tech, on sort les Big Four, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte et Kenya. 61% des investissements ont été faits dans les pays francophones. Bon, quand on dit francophone, c'est pas que les Noirs. Il y a le Maroc dedans, il y a la Tunisie, il y a le Congo, le Rwanda, etc. Mais quand même, ça veut dire que la langue commence à ne plus être un vrai souci, en réalité. Et on a beaucoup de fonds sud-africains qui viennent investir dans les pays francophones. Pourquoi? Parce que c'est des gens à qui qu'on a invités dans nos événements, qui viennent rencontrer les gens commencent à se connaître. Et donc, je pense qu'un des moyens, c'est aussi de créer, et je pense qu'il y a des acteurs, tout à l'heure, Maxime, tu as cité, Monsieur Abdou Diaw, voilà, qui fait beaucoup la promotion de ce, de ce, des investissements et du financement en général. Et je pense qu'il nous faut, que ce soit des gens qui font cette promotion-là pour nos pays ou que ce soit, en tout cas, des événements qu'on organise, on invite ces investisseurs étrangers qui ne parlent pas forcément français, ils viennent découvrir qu'on a de vrais potentiels et qu'on a un vrai marché. Et c'est ça qui va, je pense, attirer les investissements. Donc, essentiellement, le marché qui est fragmenté, etc., difficile à pénétrer. Et parce qu'en fait, finalement, les talents, on en a, voilà. Et troisième élément, pardon, j'ai oublié cet élément très important. Et je pense même que c'est le plus important, euh, c'est de développer des marchés, le marché du capital investissement local, de développer des fonds locaux dans chacun de nos pays. Le Sénégal a vraiment fait beaucoup d'efforts. Je ne le dis pas parce que je suis au Sénégal, mais a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui sont créés localement. Je parle même pas des fonds qui viennent investir au Sénégal, mais il y a beaucoup de fonds qui sont créés localement. Je pense que la Côte d'Ivoire est en train de travailler dans ce sens. Le Bénin, timidement, mais aussi en train de travailler dans ce sens. Et donc, il y a les pays qui sont en train de s'organiser, qui via les bras armés de l'État, les fonds souverains, les CDC, etc., sont en train vraiment d'aider de jeunes fund managers qui connaissent leur pays, qui vont, eux, investir dans leur pays. Et je pense que c'est un des moyens aussi de développer le capitalisme en zone des droits. Merci. Une seconde, Jamil. Je remercie Adramé, voilà, pour son développement. Je crois qu'on va revenir encore tout à l'heure sur ce que font les États, ce que doit faire le régulateur. Là, je veux parler plutôt du régulateur du marché financier, voilà, parce que nous avons aujourd'hui une autorité des marchés financiers, l'ex-CREPMED. Donc, qu'est-ce que ces principaux acteurs doivent faire justement pour qu'on puisse développer le marché du capital risque afin de donner des solutions de financement au FinTech? On va revenir là-dessus tout à l'heure. Je voudrais reconnaître la présence sur ce webinaire de Madame Nadia Aniwone, qui a manifesté son intérêt et à qui je donnerai la parole également, en même temps que le docteur Abdou Diaw et Monsieur Gouem. Je vous donnerai tous la parole pour intervenir à la fin de la discussion. Je crois que Jamil voudrait peut-être compléter quelque chose. Je vais lui laisser la parole. Jamil, tu peux y aller, s'il te plaît. OK. Allô? Oui, on te reçoit maintenant. OK, voilà. L'élément que je voulais compléter, c'est une anecdote. Il y a un investisseur que nous avons convaincu de venir à un événement qui s'organise au Maroc et quelque part, un événement très connu qui rassemble les startups, les fintech et autres. Et lorsqu'il est venu, il a regardé les participants et il a dit ceci.
il a dit qu'il a vu que les startups de l'Afrique francophone sont, disons, 10 années en arrière par rapport à la réalité du marché, même de la technologie. Alors ça, quand il a dit ça ne m'a pas trop étonné, mais ça m'a amené à réfléchir, à dire qu'il faut que les startups ou les fintech aillent vraiment à la pointe de la technologie. Et lorsque nous regardons, nous observons correctement, nous allons voir que en plus d'attirer les investisseurs étrangers qui sont surtout aux États-Unis, il faut avoir une technologie vraiment de pointe. Et il y a des fintechs qui ont trouvé la parade aujourd'hui où dans leur actionnariat ou bien dans leur leadership, les cofondateurs, vous allez voir qu'il y a un local et un cofondateur qui n'est pas forcément de la région africaine et qui est hors de l'Afrique. Et donc, cela rassure les investisseurs à venir investir et accompagner cela. Donc, en plus de toutes les questions évoquées ou les réponses évoquées par Adramé, où l'État doit prendre le devant et créer d'abord lui-même les conditions favorables à un écosystème fort à travers les réglementations, les fonds et les fonds de capital risque, enfin, avec les fonds de garantie comme les caisses de dépôt de consignation, il y a ce facteur qu'il ne faut pas oublier. Merci. Merci, Jamiou. Je vais rester avec toi. Voilà, tu as accompagné beaucoup de fintech, voilà, à la levée, dans leurs opérations de levée de financement. J'aimerais te demander aujourd'hui, que peuvent faire les fintech pour améliorer leurs chances de mobiliser des financements? C'est vrai que au cours des discussions, on a capté un élément, un ou deux éléments ça et là, mais voilà, on va te poser la question de façon directe. Voilà. Qu'est-ce que ces fintechs aujourd'hui peuvent faire pour améliorer leurs chances de pouvoir mobiliser des financements auprès des venture capitalistes? OK. Euh, je vais commencer par quelques points. Le premier point, c'est de démontrer qu'il y a un produit qui a un fort potentiel. Et en plus d'un produit qui a un fort potentiel, il y a un marché pour ce produit qui peut rapidement connaître une croissance d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Même si aujourd'hui, il n'y a pas encore une démonstration d'attraction pour le produit, il faudrait que lorsqu'on regarde les chiffres, on voit les projections d'ici 5 ans ou d'ici 3 ans, le besoin sera très grand, où l'entreprise peut passer de quelques clients à des milliers de clients, à un chiffre d'affaires qui dépasse peut-être le milliard. Voilà ce qui intéresserait. Et en plus de cela, il faut quand même une équipe. Il faut une équipe derrière cette fintech. Et les investisseurs sont réticents à financer les solo-entrepreneurs. C'est vrai qu'il y en a qui sont financés, mais ils sont plus orientés vers une équipe qui se complète, d'accord, qui n'est pas que technique. C'est pas, une entreprise n'est pas que la technologie. Il faut qu'il y ait un manager, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait comment gérer les opérations, il faut quelqu'un qui sait comment parler aux investisseurs et lever des financements. Et tout cela réuni constitue des points clés sur lesquels les fintechs doivent mettre un accent pour valoriser leurs compétences ou les avantages qu'ils ont auprès des investisseurs. Il faudrait également qu'ils puissent se conformer à la réglementation. Il y a des fintechs qui ont des solutions, mais qui n'ont même pas encore de droit de propriété, de brevet, etc. Il faudrait qu'ils aient ces éléments pour pouvoir mieux convaincre les investisseurs et pouvoir démontrer également qu'ils sont quand même connus ou bien qu'ils ont des réseaux dans leur écosystème respectif. Voilà le résumé que je peux faire pour les fintechs qui veulent améliorer leurs euh, chances pour attirer des venture capitalistes. Merci, Jamiou. Donc, on a bien compris, voilà, la portée régionale attirait beaucoup plus d'investisseurs, voilà, qu'une fintech qui a vocation à, disons, s'étendre en dehors de son marché local. Voilà, les talents, la multiplicité des talents, voilà, des entreprises avec des one-man shows intéresseraient moins les investisseurs. Donc, ça, en fait, ça, c'est ce que peuvent faire disons, les entrepreneurs fintech. On va maintenant s'intéresser beaucoup plus aux États, à la Banque centrale, ce qu'ils peuvent faire
justement pour améliorer l'écosystème? C'est vrai que Adramé avait déjà commencé par répondre à cette question en évoquant un certain nombre d'efforts qui sont fournis au niveau du Sénégal. Mais on a déjà vu, par exemple, des fintechs comme Jamo, comme Sinetpay, comme Up2 en Côte d'Ivoire ou bien InTouch au Sénégal réussir des tours de table donc avec des investisseurs internationaux. Donc, la question que je vais poser à Adramé est de savoir comment les États peuvent-ils encourager cette dynamique? Comment ils peuvent améliorer l'écosystème entrepreneurial pour permettre l'émergence dans l'UMOA de quelques champions purement africains de la fintech. Je dis purement africains de la fintech parce que Wave, il y a le débat sur l'africanité de Wave. Donc, comment nous pouvons créer nos champions locaux? Et la dernière question, la deuxième question que je m'en vais poser à Dramé, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui tu penses des efforts de labellisation des fintech? Voilà, des efforts de labellisation des fintech. Certains États créent des comités de labellisation, d'autres vont aller peut-être à un Startup Act. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces efforts, voilà, qui sont fournis par certains États justement pour pouvoir créer un écosystème favorable pour le développement des fintech? Adramé, tu as la parole, s'il te plaît. Merci, Maxime. Je vais pas être très long. Je sais qu'on s'achemine vers la fin des échanges. Pour la première question sur ce que les États peuvent faire, je pense que dans l'Assemblée, il y a peut-être des gens qui sont peut-être mieux que moi à répondre à cette question, qui sont plus proches des États ou des régulateurs. Mais je vais donner une perspective d'investisseur. Donc, voilà, moi, je suis en face de ces organisations, de l'État, des régulateurs, etc. Qu'est-ce que moi, je voudrais voir, en fait, faire pour développer justement cet écosystème? Je pense que tout à l'heure, j'avais commencé à dire qu'il est extrêmement important de développer un écosystème local de capital investissement. Ça ne se fera qu'avec l'aide de l'État ou des États. On a la chance d'avoir un environnement unique, l'UEMOA, avec une monnaie unique, avec une banque centrale qui et avec des organismes de régulation centralisés aussi. Donc pour le secteur du l'investissement en capital, on a l'AMF-UEMOA qui est là, qui régule ce secteur, y compris tout ce qui est financement en bourse, investissement en bourse, etc. Et qui a donné qui a travaillé, hein, qui a beaucoup travaillé déjà, qui a sorti des textes. Jusqu'à maintenant, les professionnels, on peut avoir des débats dessus, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, les professionnels du capital investissement trouvent que ces textes ne sont pas assez adaptés à leur réalité. Et donc, il est important de les renforcer. Je sais qu'il y a un texte, bon, il y a déjà l'instruction 66 qui est sortie, hein, qui donne vraiment pas mal de choses déjà, mais il y a d'autres textes qui sont en cours qui sont en train d'être préparés et qui doivent sortir, j'espère, sous peu. Et donc, ils vont déjà, au niveau sous-régional, mettre un cadre pour l'éclosion de ces capitales investisseurs. L'un des sujets majeurs pour dire les choses, hein, c'est la fiscalité. En fait, c'est la fiscalité, c'est l'un des problèmes majeurs. C'est que quand on est capital investisseur, on est intermédiaire entre des investisseurs qui nous ont confié de l'argent et cet argent, on l'investit dans des entreprises. Et donc, aux yeux de certains États, une société reste une société et doit payer des taxes. Maintenant, quand l'argent dans lequel l'entreprise a travaillé et a été déjà taxé, que ce soit l'impôt sur le revenu, etc., l'impôt sur les sociétés, pardon, a été taxé, cet argent est remonté au niveau du fonds via des dividendes, parce que c'est un actionnaire. En fait. Ces dividendes sont taxés aussi, on fait 10%. Et donc, cette société doit retourner cet argent aux investisseurs au bout d'un certain temps. Et donc, ils n'ont pas vraiment travaillé sur cet argent. C'est juste des dividendes qu'ils doivent reverser à Dieu. Et donc, dans toutes les places du monde où il y a le développement du capital investissement, cette société, elle est transparente fiscalement. C'est un terme simple que je dis, mais c'est pas le vrai terme, mais transparente fiscalement. Cette société ne doit pas payer de l'impôt sur les sociétés. Et donc, les dividendes qui partent aussi sont retaxés. Ça veut dire que le même argent qui a été taxé est taxé 2, 3 fois. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, du coup, on est en train de parler donc, forcément, ça crée un cadre qui n'est pas très attirant pour les premiers investisseurs, les LPs. Et donc, le régulateur est en train de travailler dans ce sens-là. Le deuxième levier, je pense, c'est les États. Ce sont les États. Une fois que le régulateur a fait, aujourd'hui, il y a des textes qui sont sortis, mais qui ne sont pas appliqués dans certains États, dans la plupart des États. Donc, je pense qu'il est important de faire, en tout cas,
être avocat dessus et vraiment faire la promotion de l'application de ces directives, de ces textes au niveau des États, au niveau des ministères des Finances, etc., qui ont la prérogative de le faire. C'est pas simple pour un État, mais il faut comprendre que quand une société comme ça jouit de ce cadre, il y en aura beaucoup plus, et donc forcément, il y aura beaucoup plus d'entreprises qui vont être financées, et donc beaucoup plus d'impôts qui vont être payés par ces entreprises-là. Donc, en fait, c'est un effet plus ou moins long terme, mais qui est gagnant au final pour l'État. Euh, sur ta deuxième question, sur le sujet de la labellisation des startups, je trouve que c'est très important. Malheureusement, on a et même dans des pays, dans des écosystèmes matures, hein, ça se fait. Malheureusement, quand une société démarre, il est important de l'accompagner. Il est important de l'accompagner à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de l'investissement, donc trouver des solutions d'investissement ou de financement. Au niveau de l'accompagnement, on a parlé des talents. Donc, comment les accompagner? Parce qu'en fait, la plupart de ces sociétés, on a un fondateur qui est un technicien de la chose, donc qui est un ingénieur, etc., qui n'est pas un manager de société. Et donc, il y a une transition entre gérer, créer un produit technique, etc., et gérer une société qui va embaucher 20, 30, 100 personnes. On passe d'un ingénieur à un manager ou un gérant de société. Et ça, il est important d'avoir des gens qui accompagnent dans ce sens-là. Et troisième chose, c'est quand les sociétés démarrent, elles ont besoin d'être accompagnées fiscalement, alléger la fiscalité, parce qu'en fait, les fintechs ont la particularité de ne pas être très stables en termes de revenus au début. Et donc, avoir ces outils comme la Startup App au Sénégal, en Tunisie, au Rwanda, je pense, et peut-être il y a deux autres pays qui l'ont adopté, aide vraiment à les reconnaître et à les mettre dans un canevas d'accompagnement sur quelques années qui nous permet vraiment d'éclore. On a besoin de ça dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'on a des pays qui ne sont pas encore matures en termes d'écosystème et en termes d'accompagnement. Voilà, merci. Je voudrais compléter Merci, ma Jamio, tu peux y aller. suite. Voilà, je voudrais donner un exemple concret d'un fonds de capital risque gouvernemental. C'est le fonds YOSMA, qui est parti de la volonté de l'État israélien de créer des champions nationaux dans les années 93. Et durant cette période, le gouvernement a créé le groupe YOSMA, hein, et ils ont investi des millions, plus de 100 millions de dollars dans plus de 40 entreprises entre 1993 et 1998. Et ces entreprises ont bénéficié de tout l'accompagnement du gouvernement, que ce soit au niveau de la fiscalité, qui est un élément très important dont les États doivent prendre conscience dans l'UEMOA et autres, et savoir qu'une start-up n'est pas encore une entreprise. J'étais dans une conférence un jour où on discutait avec un responsable au niveau des autorités nationales qui disait que une start-up, c'est d'abord une entreprise. Donc, on ne s'entendait pas sur ce point. Parce qu'une start-up, c'est d'abord une idée qui recherche un marché, à tester un modèle et à pivoter aux besoins. Donc, au début, ce n'est pas une entreprise à proprement parler qui doit être taxée. Donc, il faudrait que les États de l'UEMOA copient sur les modèles d'Israël avec le fonds YOSMA, les modèles chiliens ou ces fonds de garantie et autres, et mettre assez de financement. C'est ce que je voudrais compléter pour sur les propos d'Adramé. Oh, Jamio, tu es parti loin, hein. Je crois que peut-être on pourrait déjà chercher assez près de nous, c'est-à-dire déjà aller voir peut-être au niveau des Big Four, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se font là-bas, c'est-à-dire au Kenya, en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria. Peut-être qu'on devrait déjà aller voir de ces côtés, en sachant que nous avons également d'autres références, notamment le Maroc, la Tunisie ou le Rwanda. Je crois que Israël, c'est un peu trop parti. C'est un peu trop parti pour le type d'entreprise. Sinon, je suis totalement d'accord avec toi. C'est d'abord des idées. C'est d'abord des idées avant d'être dans des entreprises. C'est vrai que le fait de, euh, le fait d'être une start-up oblige quand même à créer une entité légale, d'accord, mais bon, ça reste d'abord des idées qu'il faut pouvoir financer et ça, vous l'avez longuement développé au cours de ce webinaire. Donc, Oui, Jamil, je vais rester avec toi puisque tout à d'accord. l'heure, nous évoquions, puisque nous sommes en train d'aller vers la fin du webinaire, on va donner tout à l'heure la parole à nos chers participants pour intervenir. Nous avons évoqué un certain nombre, vous avez proposé un certain nombre de pistes pour que nos États puissent créer le cadre, mais il n'y a pas que les États qui sont
qui doivent rendre ce cadre favorable. Il y a également la banque, pas la banque centrale, mais l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers. Il y a également cette autorité. Je demanderai à Jamiou, qu'est-ce que tu pourrais recommander? Qu'est-ce qui serait attendu de cette autorité justement pour pouvoir développer ce marché? Et éventuellement, peut-être même la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'aujourd'hui, nous avons des groupes bancaires qui ont la possibilité de pouvoir créer des filiales investissement. Donc, je laisserai la parole à Jamiou pour intervenir là-dessus. Merci. Ok, je pense qu'on a longuement parlé de ça, mais je vais rappeler, le premier point, selon moi, c'est le cadre politique, hein, et le cadre politique, juridique, réglementaire, fiscal, qu'il faut vraiment définir et comprendre que les fintechs pourraient pourraient beaucoup aider les États à avancer dans leur politique de développement. Lorsqu'on associe des fintechs dans l'éducation, dans les solutions qui ont trait à l'éducation numérique, financière, etc., je pense que cela contribue au développement de l'État. Donc, il faudrait que les autorités ou les institutions comprennent d'abord la valeur ajoutée des fintechs, des startups et sachent qu'elles peuvent composer avec elles dans le développement des pays, des nations. Et donc, lorsqu'on a ces aspects, ces axes qui sont clairement élaborés, à favoriser, les fintechs ne vont que naturellement se développer, déployer leurs solutions pour l'éclosion d'un écosystème fort et favorable à leurs solutions et à leurs opérations. Et donc, c'est ce que moi je conseillerais, c'est la fiscalité, les réglementations, les alléger carrément pour ce type d'entreprise qui n'est pas encore à l'étape d'entreprise. C'est une start-up qui va passer des étapes et devenir une entreprise à proprement parler et pouvoir bénéficier aussi bien des financements des fonds de capital risque, des fonds d'investissement et de la banque. Voilà. Donc, je pense que la réflexion pourrait être menée dans ce sens et le conseil que je donnerais, ce serait ces conseils-là. Merci Jamiou, merci Adramé. Voilà pour vos brillantes interventions. Nous sommes arrivés au terme de la discussion. On va maintenant donner la parole à nos chers participants. Je remercie Monsieur Emmanuel Tiemele et également Monsieur Laminou, à qui je donnerai tout à l'heure la parole. Non, je crois qu'ils ont plutôt posé des questions par écrit, donc je vais relayer leurs questions à moins qu'ils ne souhaitent intervenir en direct. Donc là, j'ai activé le micro du docteur. Ah non, là, je crois que je me suis trompé de participant. Je vais donner la parole au docteur Abdou Diop. Je crois, docteur, votre micro est activé. Vous pouvez intervenir dans la discussion. Merci beaucoup, cher Maxime, et bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir de participer à cet excellent webinaire très riche en informations. Salut aussi Adramé, qui fait énormément de choses pour quand même la promotion de ce secteur. Merci encore une fois. Peut-être un premier point, c'est on a évoqué, je pense, la question de la réglementation. À mon avis, il y a l'urgence quand même d'harmoniser davantage les actions parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Vous avez cité l'AMF, l'autorité des marchés. Excusez-moi, docteur Abdou Diop. Excusez-moi, docteur Abdou Diop. On vous a perdu quelques secondes, s'il vous plaît. Ah, désolé. Maxime, vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Vous m'entendez, Maxime? Désolé, il faut reprendre. Oui, je vous en prie, allez-y. OK, donc je remercie tout le monde et merci vraiment d'avoir organisé cet excellent webinaire, très riche en informations. Je salue au passage notre ami Adramé. Il fait énormément de choses, hein, vraiment, pour la promotion de ce secteur.
moi, je pense que la question de la réglementation, c'est extrêmement important. Et à mon avis, c'est même la barrière principale, hein. C'est vrai, il y a la langue. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la réglementation, que ce soit la Banque centrale, la Commission bancaire aussi, euh, l'AMF, mais aussi un acteur qu'on n'a pas évoqué lors de ces échanges, c'est par rapport aux autorités nationales en charge de la réglementation des télécommunications, qui jouent un rôle extrêmement important. Même si l'acteur communautaire prend des décisions, il appartient aux autorités, comme au Sénégal, on a ARTP, qui joue un rôle extrêmement important. Donc, tous ces acteurs doivent effectivement être sensibilisés dans l'urgence d'avoir un cadre réglementaire attractif pour permettre à ces fonds au moins de venir s'implanter. La question que je voulais adresser à nos deux conférenciers, c'est par rapport aux prises de participation qui sont souvent faites par des investisseurs internationaux. On a quand même au Sénégal des startups, des fintechs qui font des levées de fonds, mais souvent qui sont captés par les investisseurs internationaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que des acteurs locaux puissent intervenir, puissent prendre des participations, fassent des prises, je veux dire, dans ces fintechs locales, pour au moins assurer ce développement local, le développement du marché local, donc des fintechs. Mais d'habitude, les tours de table sont vraiment visés, disons, les acteurs qui sont internationaux, c'est des investisseurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour que au moins ceux qui font les prises de participation puissent revenir aux nationaux pour avoir un marché des fintech locales dynamiques répondant aux besoins des populations. Merci encore une fois et pour m'avoir donné cette opportunité de partager cette question. Merci Maxime et très bon courage. Merci à vous, docteur Abdou Diop. Je vais laisser la parole puisque vous avez interpellé les deux conférenciers, je vais laisser la parole d'abord à Dramé et laisser peut-être une petite minute à Jamiou pour compléter quelque chose. Dramé, tu as la parole, s'il te plaît. Merci. Oui, merci Maxime, merci Abdou. Je pense que nous a raison, hein. Moi, tout à l'heure, j'ai mentionné les ministères, mais effectivement, il y a les autres régulateurs dans chaque État qui jouent un rôle très important dans la mise en place de ces directives. Donc, merci de l'avoir rappelé. Je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, sur la question, comment on va faire pour justement investir qu'on ait des financiers locaux, des fonds locaux qui vont investir dans nos fonds, dans nos entreprises. Tout à l'heure, je pense que j'ai mentionné un premier aspect, c'est-à-dire développer des fonds locaux. En fait, pour investir, il faut des fonds, simplement. Et donc, il faut développer ces fonds locaux, les développer et que ces fonds aient la capacité d'investir dans ces tours de table. Et les tours de table dépassent sur ces fintechs, c'est des montants, en fait, très importants. On n'a pas les fonds pour le faire. Maintenant, je pense qu'il peut être utile au démarrage des fintechs, donc faire plus confiance à ces entrepreneurs locaux et donc de contribuer au tour de table au démarrage, où, en fait, les tickets sont relativement modestes. On parle de quelques centaines de millions de CFA, voire quelques 1 ou 2 milliards de CFA. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, par exemple, je donne juste un exemple sur le Sénégal, que je connais mieux, et je ne fais pas la promotion du FONSIS en le disant, mais le FONSIS a contribué à créer, on va dire, entre 4 et 5 fonds qui sont aujourd'hui opérationnels. Et parmi ces fonds, donc, qui sont thématiques, certains s'adressent à l'autonomisation des femmes, il y a Teranga Capital qu'on connaît, celle dont je mentionnais, c'est le Fund, il y a le Fonds islamique de relance avec l'aide de la BID, et il y a un fonds qui s'appelle OYAS Capital, qui vise à créer des champions nationaux. Ce fonds pourrait aller jusqu'à des tickets de 3 à 5 millions d'euros. Et donc jusqu'à 3 milliards de CFA, je pense. Et donc, ce fonds est dans sa thèse d'investissement, une partie de ces fonds est destinée aux startups et justement, aux fintech. Une partie, c'est pour des champions, des PME d'une certaine taille, etc. Mais justement, il faut ce type d'initiative, je pense, pour justement pallier à ce manque de financement local, qui est pris aujourd'hui par des investisseurs internationaux. Et donc, voilà, l'idée, c'était de donner cet exemple pour dire que ça existe, mais il faut l'encourager. C'est encore très, très faible. C'est très faible au Sénégal, c'est encore plus faible dans d'autres pays. Donc, il faut l'encourager. Quand on part au Nigeria, il y a de gros fonds au Nigeria qui investissent dans leur start-up. Et donc, c'est comme ça que nous, je pense, nous devons faire pour justement pallier à ce manque de financement.
Merci. Je vais peut-être laisser la parole à Jamio, peut-être pour compléter par rapport aux questions posées par le docteur Abdou Diop. Voilà. OK. Merci pour la question qui est pertinente. Je voudrais dire qu'il y a deux pistes que moi je vois. Il y a la BCAO qui a déjà commencé avec le Bureau de connaissance et de suivi des FinTech. Je pense qu'il faut aller loin et implémenter avec une dynamique qui s'adapte correctement aux FinTech pour les accompagner. Donc, cette initiative de la BCAO est à encourager et effectivement, au niveau local, il faut que les autorités qui ont à charge la réglementation de la technologie soient également au parfum ou au niveau de l'actualité plus renseignées pour pouvoir mieux définir les politiques qui ont trait à l'accompagnement des fintech. L'autre point que je voudrais mentionner, second, c'est la BRVM. Vous savez, une start-up, durant son cycle de vie, est destinée à finir sur la place de marché boursière. Alors, vous savez, au niveau de la bourse, il faudrait qu'on ait des startups qui sont de la zone et qui finissent sur ce marché-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas suffisamment on n'a même pas, je ne sais pas s'il y a des startups qui ont levé des financements auprès des investisseurs étrangers, sont sur cette place boursière. Et donc, la BRVM je pense que les autorités doivent réformer ou essayer d'adapter la BRVM pour qu'elle se rapproche plus des startups et particulièrement des fintech dans l'espace UOMOA. Merci. Maxime, juste, excusez-moi, je vais juste rajouter sur Oui, cette question des oui, je BRVM. t'en prie, Adramé. En fait, il y a le troisième compartiment de la Bourse régionale des valeurs qui accueille des PME avec des conditions relativement flexibles, en fait, justement pour accélérer le financement d'entreprises d'une certaine taille, donc de petites entreprises. Et tu as raison, Jamil, en disant, en tout cas, moi, personnellement, effectivement, j'en ai pas vu. La possibilité est là, c'est-à-dire, la BRVM peut accueillir des entreprises relativement petites, donc des PME, etc., c'est le troisième compartiment. Mais par contre, effectivement, peut-être qu'il y a une question de culture, que les gens sachent qu'il y a cette possibilité, qu'on aille vers ça. Il y en a très peu qui vont. Il y en a encore, mais il y en a très peu qui vont. Il y a un acteur très important au Sénégal qui joue son rôle et qui pousse les entreprises à y aller. Il s'appelle CGF Bourse. En fait, ils accompagnent des entreprises à justement, en tout cas selon la phase de développement, à aller chercher de l'argent au niveau de la BRP. Merci Adramé. Je voudrais peut-être confirmer quand même, il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits au niveau du marché régional de la bourse. Je crois que, par exemple, ils ont revu le capital, le capital nécessaire pour participer justement aux activités de la bourse. Je crois qu'on parlait de 100 millions. Aujourd'hui, on est tombé à 10 millions. Mais comme Adramé l'a dit, il y a la question de la culture, de la transparence financière, voilà, qui est importante, voilà, puisque aujourd'hui, ça va demander aux PME de pouvoir produire des rapports financiers tous les trimestres et les communiquer au public. Donc, c'est vrai que c'est une possibilité qui existe sur notre marché. Je crois que pour les 10 dernières minutes qui nous restent sur ce webinaire, je voudrais laisser la parole encore à quelques participants, notamment Madame Nadia Animone. J'active votre micro, Madame, pour que vous puissiez poser votre question en direct. Voilà, je crois que votre micro est activé. Allô? Allô? Bonjour. Oui, allô? Oui, nous vous recevons, Madame Animone. Soyez la bienvenue sur ce web. Merci. Merci, bonjour. Merci pour ce panel très riche déjà et pour les échanges. J'ai pas de grandes questions, sinon peut-être d'avoir des interactions sur le rôle des startups elles-mêmes dans ce jeu de stimulation de l'économie où oui, l'État a son rôle à jouer. Oui, les banques, les partenaires financiers également ont leur rôle à jouer. Aujourd'hui, moi, je suis à cheval entre l'accompagnement, la structuration juridique pour les levées de fonds, mais également en tant que chargée d'accompagnement sur la préparation des startups et pour aller lever des fonds. Et quelqu'un a posé une question intéressante en disant, à part
à part l'apport financier, qu'est-ce que le capital risque apporte aux entreprises? Donc, ce serait intéressant qu'on fasse des interactions sur le rôle des startups et sur les problématiques qu'elles vont résoudre en allant lever des fonds. Merci, Maman. Madame Aniwone. J'avais oublié de demander aux participants de se présenter. Je sais que tout à l'heure, le docteur Abdou Dio est le CEO du magazine Le Marché au Sénégal. D'accord? Madame Aniwone, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? D'accord. Ben moi, c'est Nadia Anwoun. Je suis responsable de l'incubateur Nounia Lab. C'est un incubateur parapublic au Togo. Je suis également responsable ou fondatrice du cabinet juridique MIA Beloya SAS, où nous accompagnons dans tout ce qui est juridique, structuration et création, due diligence des entreprises, de l'écosystème et principalement en droit au WADA. Merci. Merci à vous, madame. Donc, je vais laisser Jamiou, d'accord, qui est également un spécialiste en levée de fonds. Je vais laisser Jamiou justement pour rappeler le rôle des startups. Je parle là, madame a parlé des startups, donc c'est un peu plus large que les fintechs. Donc, Jamiou, tu vas peut-être intervenir sur cette question. Merci. OK, merci madame pour votre question. Le rôle des startups, c'est d'abord, bon, avant de répondre à la question, c'est quoi une startup? C'est une entreprise, pas en tant que telle, mais qui a une idée novatrice et cette idée a de fortes potentialités de développement dans les prochaines années et dont l'équipe a une expertise avérée dans le secteur. Donc, la start-up la définition basique, c'est d'abord une entreprise technologique. D'accord? Donc, le rôle de ces entreprises, de ces start-up, c'est de proposer des solutions technologiques pour répondre ou résoudre des problèmes auxquels font face la communauté ou la population, d'abord dans leur environnement immédiat, dans leur pays, dans l'espace sous-régional, l'UEMOA, etc. Les problèmes peuvent être des problèmes de financement, où aujourd'hui nous avons des agrégateurs qui permettent de faire des paiements, de payer, ainsi de suite. Nous avons des places de marché où vous pouvez aller et payer en ligne des produits dont vous avez besoin, etc. Donc, ça, c'est le rôle des startups, selon moi. Et ensuite, qu'est-ce que les fonds de capital risque apportent au-delà des fonds qu'ils apportent? Bon, ils apportent d'abord l'expertise sectorielle parce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est souvent des spécialistes du secteur qui maîtrisent et qui sont à même de mieux mesurer le risque d'une idée technologique, puisqu'ils ont déjà travaillé dans le secteur et maîtrisent un peu de quoi il s'agit. Ils peuvent mieux évaluer le risque qui est lié à une idée technologique et le marché. Ils peuvent évaluer cela par rapport à d'autres investisseurs ou bien au financement bancaire. Les banquiers ne sont pas forcément préparés pour cela. Donc, cette expertise d'accompagnement, de conseils qu'ils apportent en plus de financement est important. Le second point essentiel, c'est qu'ils ont un réseau parce que c'est des experts, c'est des entrepreneurs aussi qui ont eu à faire leur parcours et qui décident quand même d'accompagner une idée. Donc, je pourrais citer l'exemple de Elon Musk qui a accompagné Stripe, etc. Il y a d'autres quand même des modèles africains qui ont également investi dans des startups africaines, etc. Donc, c'est des gens qui ont l'expertise, le réseau, en plus du capital qu'ils apportent. Merci, Jamiou. Je crois, nous arrivons au terme du webinaire, mais nous avons quand même, je crois que Madame Aniwone, on va prendre moins de 10 minutes, si vous permettez, pour évacuer les dernières questions. On va prendre Madame Aniwone, on va prendre Monsieur Gouem Toussaint, et nous allons terminer par le docteur Moïse Doussa. Donc, Madame Aniwone, vous avez la parole puisque vous avez souhaité encore intervenir. Je vous donne la parole. Merci beaucoup pour l'intervention, elle est très pertinente et
Maintenant, elle soulève encore une problématique. Nous, dans l'accompagnement, c'est une grosse problématique sur laquelle on ne s'entend pas. Je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est juste parce qu'on parle de fintech aujourd'hui. C'est peut-être d'abord sur la définition de la startup où l'intervenant tout de suite a dit que ce sont des structures qui ont des solutions tech principalement. Et aujourd'hui, en termes d'appellation, de définition de la startup, c'est vrai qu'on est partagé dans le monde de l'accompagnement. Et pour nous, pour moi particulièrement, la startup teste quelque chose d'innovant. Elle a une forte potentialité et c'est d'ailleurs parce qu'elle a une valeur forte future qu'elle est obligée de faire de la spéculation financière parce qu'elle a vraiment besoin de montants colossaux pour pouvoir faire accoucher cette valeur future-là, mais n'a pas forcément besoin d'être dans le secteur de la tech, forcément, à partir du moment où elle a la capacité de scaler. Et maintenant, sur tous les autres points que l'intervenant a partagé avec nous, je crois que c'est très pertinent et ce serait super de discuter même après le webinaire. Merci, Madame Nadia, pour votre contribution. Je vais directement passer à Monsieur Toussaint Gouem pour sa question avant de prendre celle du docteur Moïse Doussa. Donc, Monsieur Gouem, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Monsieur Gouem, vous avez la parole. J'ai activé votre micro. Je crois que là, c'est bon. Ok. Je disais bonjour à Maxime et bonjour à Dramé, bonjour à Jamiou. Vraiment, c'est un webinaire très enrichissant pour moi qui suis à mes débuts dans le domaine du digital. Je suis Gouem Toussaint Marius du Burkina Faso. Je suis un agent de banque, la banque IB Bank, International Business Bank Burkina Faso. Je suis responsable d'agence. Donc, ma question, c'est au niveau de la collaboration entre les banques et les fintech. Parce que récemment, dans nos cours, ça a fait l'objet de beaucoup de débats. Et on a résumé que la collaboration entre des gens qui sont en compétition, et ça s'appelle la compétition. Je voudrais savoir si dans 10 ans, il n'y a pas de collaboration entre les fintech et les banques, c'est laquelle de ces entreprises va terrasser l'autre. C'est ça ma question. Merci. Merci, merci, Monsieur Gouem. Je crois que la réponse, enfin, on a eu quand même une prédiction au cours de ce webinaire qui est celle d'Adramé, et donc je vais lui laisser le privilège de répondre à cette question. Merci. Merci, Maxime. Et donc, la question, c'est si dans 10 ans, il n'y a pas de collaboration, qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Exactement. Si dans 10 ans, cette collaboration entre les fintechs et les banques ne se développe pas, qui en fait risque de sortir de l'écosystème? Bon, de toute façon, les banques sont encore là, hein. Les banques sont là depuis, je sais pas combien de milliers, une centaine d'années, on va dire, pas milliers. Les fintechs démarrent, mais l'avenir, ce sont les fintechs, hein, faut le savoir. Donc, en fait, à un moment donné, soit les banques vont s'adapter à ce qui est en train de se faire, donc développer la technologie, permettre l'accès aux services bancaires de manière assez simple pour les gens, s'adapter. Moi, ce que j'ai reproché aux banques, en tout cas en Afrique, c'est d'avoir été sur un modèle calqué euh, des marchés, des marchés matures, donc occidentaux, et ne se sont pas assez adaptés aux réalités africaines. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il n'y a pas une forte intégration. Les fintechs, en l'occurrence, par contre, sont arrivés et se sont clairement adaptés aux besoins des Africains. Et donc, il y a cette adaptation-là qui a manqué aux banques. Et je pense qu'à un moment donné, il faut ce système de rattrapage. Faut pas oublier que, et je sais que c'est pas la même chose, mais j'ai tendance à comparer ce qui est en train de se faire avec ce qui est arrivé dans certains secteurs, notamment la téléphonie. Avant l'arrivée des smartphones, on avait de grands acteurs, Nokia, BlackBerry, etc. Tous ont disparu. De, les sociétés n'ont pas disparu. Les sociétés sont en train de faire d'autres choses, etc. Mais à un moment donné, ces sociétés ont disparu parce qu'ils n'ont pas suivi
la tendance qui était en train d'arriver, qui était l'arrivée des smartphones. Dans la photographie, pareil, Kodak, toutes ces sociétés ont disparu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas suivi le, le trend qui est en train de se passer. Et donc, moi, je ne dis pas que les banques vont disparaître. Au contraire, les banques ne peuvent pas disparaître. Mais il y a un shift qui va s'opérer dans la force, en tout cas le rapport de force. Et donc, ces banques ont intérêt à vraiment développer, collaborer ou développer en tout cas des systèmes technologiques qui leur permettent de vraiment s'adapter aux réalités locales. Merci Adramé. Je sais que plusieurs participants ont levé la main, souhaitaient intervenir. Je voudrais m'excuser. Vous savez, nous avons également une question en termes de maîtrise du temps. Donc, nous allons prendre la dernière question qui va être posée en direct par le docteur Moïse Dossa. Donc, je laisse la parole au docteur Moïse Dossa pour intervenir, pour poser la toute dernière question de ce webinaire. Docteur Dossa, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je vous Bonjour, docteur. remercie pour les échanges qui sont très intéressants. Moi, ma première question, ça a été abordé au cours des échanges. C'était la question relative à tout ce qui est ce que je rappelais tout à l'heure, ou ce que la dame disait, quelles étaient les ressources extra-financières qui sont apportées par le capital risque au fintech, parce que au-delà effectivement de la ressource financière, il faut l'accompagnement sur le réseau, sur le secteur, et pour déboucher sur la deuxième qui est notamment la syndication, ou autour de la table, si on peut avoir plusieurs types de capital risque, chacun apporte sa connaissance, ses compétences à la fintech, ce qui lui permet de pouvoir avoir accès à différents marchés, avoir accès à des technologies et ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens que je posais ces deux questions-là. D'abord, le rôle du capital risque, au-delà de la ressource financière, au-delà des fonds, et en continu, si on est plusieurs autour de la table à accompagner le startup, comment est-ce que chacun peut apporter sa compétence autour de la stratégie pour que la fintech puisse rapidement se développer et par la suite s'introduire sur le marché boursier. Donc, c'est très intéressant ces échanges et je terminerai en vous disant merci pour la disponibilité et pour ces échanges qui sont très enrichissants, tout en ce qui concerne le capital risque et puis de l'autre côté les fintech. Merci. Merci à vous, docteur Dossa. Donc, je crois que c'est beaucoup plus une contribution. Nous vous remercions pour cette contribution. Et donc, je vais laisser les panélistes, voilà, nous dire leur mot de fin afin que nous puissions clôturer ce webinaire. Je vais commencer par mon cher ami Jamiou avant de terminer par Adramé. Jamiou, tu as la parole, s'il te plaît. Ok, merci. C'est un plaisir d'avoir participé à ce webinaire et qui pourra toujours continuer les échanges. Je suis ouvert sur LinkedIn. Tous ceux qui veulent continuer les échanges peuvent m'écrire. Et je voudrais dire, oui, c'est souvent des véhicules d'investissement pour les investisseurs. Ils se regroupent dans un véhicule d'investissement, ils viennent investir dans les startups, dans la fintech et autres. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un investisseur au début et les autres suivent facilement quand c'est déjà fait. À part ça, je voudrais citer quelques VC, enfin Venture Capital qui interviennent en Afrique, dans l'UEMOA, mais je vous laisse plutôt le lien d'un guide que j'ai coécrit avec d'autres auteurs, qui est le guide de l'entrepreneur digital et dans lequel vous pouvez trouver non seulement les VC qui interviennent dans l'UEMOA, mais également tout le processus pour une startup, une fintech dans son cycle de développement jusqu'à la maturité. Merci, Maxime, pour l'invitation. Merci, Jamiou, d'avoir accepté cette invitation. Donc, je termine maintenant par Adramé pour son mot de fin et nous allons aller vers la clôture de ce webinaire. Merci beaucoup. Adramé, Merci Maxime, merci Jamil, merci à tout le monde. Je pense que ce webinaire ne serait pas ce que ça a été si vous n'étiez pas là. Donc, merci à vous de la disponibilité et des contributions. Vraiment ravi d'avoir été là et ravi, en tout cas, j'espère avoir partagé des choses avec vous
Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que ce webinaire ait un après. Quand je dis après, c'est-à-dire qu'il y ait des gens ici dans l'Assemblée qui jouent un rôle quelque part là où ils sont et qu'ils relaient les informations qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a besoin de développer cet écosystème dans nos États, UEMOA. Et donc, quand vous êtes dans une banque, quand vous êtes à la BCAO, quand vous êtes dans un ministère, quand vous êtes dans une société privée, un incubateur et tout, essayez d'avoir cette même parole pour le développement de nos entreprises. Tous les pays du monde se sont développés via l'investissement privé. Et donc, il est important, on sait qu'on doit passer par là, donc il est important que chacun joue son rôle. Ça, c'est le premier message. Que ceci est une portée au-delà de ces 1 heure. La deuxième chose, c'est, à mon avis, de vraiment euh, prendre en considération le fait que il faut que chaque acteur, chacun à son niveau, joue son rôle pleinement. On a parlé de l'État qui a son rôle, mais vraiment très important à jouer pour le développement de cet écosystème. On a parlé des entreprises, on n'a pas vraiment parlé du fait que certains investisseurs perçoivent les entrepreneurs africains comme des gens qui ne sont pas compétents, hein, pour être clair. Et du coup, ça fait ils se disent, bon, ouais, ils ont des idées, mais après, ça réalise pas. Et toutes ces choses-là, il faut qu'on arrive, chacun à son niveau, à communiquer, à faire en sorte que ça fonctionne. Et l'une des choses qui fait qu'un investisseur investisse quelque part, on dit que les investisseurs, ce sont des moutons, hein. C'est ce qu'on dit. C'est qu'il y ait quelqu'un qui vienne investir. Et donc, essayons de faire en sorte qu'il y ait toujours ce premier investissement quelque part, que ce soit dans une société, que ce soit dans un pays. Et les premiers qui vont faire ça, c'est nous-mêmes, c'est pas les autres. Donc, aidons-nous les uns les autres. Maxime, merci pour ce que tu as fait. Je pense que c'est un pas, c'est quelque chose que tu mets dans la marmite, en tout cas pour nous tous. Et vraiment bravo. Bravo à tout le monde. Merci. Merci à Dramé, merci Jamio, merci à tous nos participants qui sont restés jusqu'à la fin de la discussion. J'aurai le plaisir de vous retrouver le samedi 19 octobre pour un nouveau webinaire DFI, où cette fois-ci, nous parlerons beaucoup plus de l'épargne digitale comme levier de croissance au niveau des institutions financières. Je vous remercie une fois encore d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.